Bonsoir, on va démarrer. Dites-moi si vous m'entendez bien déjà. Et puis, on va démarrer, même s'il n'y a pas encore tout le monde qui est là. On va commencer à parler au moins des objectifs de la conf, et puis on va faire un petit topo sur comment on gère une consultation de comportement. Super. Ok. Allez, on est parti. Bon, du coup, les objectifs de la conférence, comme la dernière fois, c'est d'essayer de comprendre comment mener une consultation de comportement, d'apprendre à poser les bonnes questions, de savoir les formuler pour obtenir le plus d'informations possible, et puis de savoir reconnaître les signes d'appel des principaux troubles du comportement, donc dans le cas qu'on va voir ce soir. Alors, juste un rappel un peu sur les consultations de comportement. En gros, il faut vraiment partir du principe que quand vous avez quelqu'un qui vient, la seule chose que vous savez, c'est éventuellement soit c'est du référé, soit c'est un animal de votre clientèle, donc vous savez à peu près les antécédents médicaux, etc. Vous avez tout dans votre dossier. Si c'est un animal que vous connaissez pas du tout, ce qui arrive fréquemment, quand vous allez commencer à faire un peu, si vous faites un peu de comportement, vous allez voir qu'en fait ça va être des confrères qui vont vous les envoyer. Donc tout ce que vous savez, c'est que ça va être un animal de tel âge qui vient pour tel motif. Donc la première chose à faire quand vous avez les propriétaires qui arrivent, c'est de vérifier bien l'âge de l'animal, etc. De vérifier qu'il n'y ait pas d'antécédents médicaux particuliers, ça c'est indispensable. Et puis de faire détailler le motif de consultation. Ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est de connaître précisément le motif de consultation. Là, dans le cas de notre chien, on sait que c'est des troubles du sommeil, mais il va falloir explorer davantage, savoir ce qu'il en est exactement de ces troubles du sommeil. Ensuite, une fois que vous avez bien exploré votre motif de consultation, le principe après, ça va être de déterminer quelles sont les attentes des propriétaires. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent de la consultation, qu'est-ce qu'ils attendent de vous le jour de la consultation, parce que nous, on se fait tout de suite une idée. Bon, le chien il vient pour trouble du sommeil, j'imagine que c'est pour qu'il dorme mieux, pour que les propriétaires puissent dormir. Et en fait, il y en a qui vont vous dire, moi j'ai décidé de m'en séparer, ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment important de savoir quelles sont les motivations des propriétaires. Une fois que vous avez récupéré ça comme information, il faut connaître les détails classiques, c'est-à-dire le mode de vie, l'adoption. Et puis ensuite, vous pouvez commencer à parler des comportements centrifuges et des comportements centripètes. Donc les comportements centripètes, c'est les comportements qui sont centrés sur l'animal, donc alimentation, eau, sommeil, les activités somesthésiques et puis la propreté. Et puis les comportements centrifuges, donc qui sont centrés sur le reste, ce qu'il y a autour de l'animal. Donc la sociabilisation, d'une part, avec les congénères, les autres animaux, avec les propriétaires, avec d'autres, avec les inconnus. Savoir comment ça se passe lorsque les animaux ont accès à l'extérieur, s'ils ont accès à l'extérieur. Savoir s'ils ont des peurs particulières, comment ça peut se passer en voiture, savoir s'ils jouent, comment est-ce qu'ils jouent. Bref, explorer tout le reste et pas oublier de penser à parler de l'agressivité aussi de l'animal, ça c'est vraiment indispensable. Une fois que vous avez fait toute votre sémiologie et que vous avez récupéré toutes les informations, vous pouvez ensuite faire un bilan des symptômes. À chaque symptôme, vous associez un neurotransmetteur. Et ensuite, vous posez votre diagnostic et vous mettez en place votre thérapie, qui peut être et médicamenteuse et comportementale, tout dépendra du besoin de l'animal. Donc, dans le cadre de notre... Alors, on va commencer donc le cas clinique. Et donc là, on est sur Bulle, un chien type berger mâle castré de 14 ans, et qui vient pour trouble du sommeil. Donc, dites-moi, quand vous êtes face à un animal qui vient pour trouble du sommeil comme ça, quelles sont les premières questions que vous allez poser, quelles sont les informations dont vous avez besoin, comment vous allez poser les questions, pour essayer d'aller explorer un petit peu ce qui amène l'animal à venir vous voir aujourd'hui. Et vous pouvez commencer déjà, quand vous avez votre motif de consultation, à faire des hypothèses par rapport à l'âge de l'animal, par rapport à son motif de consultation, qu'est-ce que ça peut vous évoquer, etc. Donc là, n'hésitez pas à me dire quelles sont les premières questions que vous poseriez dans le cadre de ce motif de consultation-là, trouble du sommeil.
Quelles sont les questions que vous poseriez au propriétaire pour essayer d'aller explorer un petit peu? Et je veux bien qu'au passage, si il y en a là qui regardent la conf et qui sont pas du tout de l'école Veto de Toulouse, je veux bien que vous me disiez qui est pas de l'école Veto aussi, parce que c'est qui est pas de Toulouse, s'il y en a hein, qui sont là ce soir. C'est pas mal pour voir par rapport aux connaissances que vous pouvez avoir selon les différentes écoles aussi. Donc, allez, je vous laisse commencer à poser les questions. Réfléchissez à quoi ça peut vous faire penser et quelles sont les premières questions que vous posez dans ce genre de cas-là, trouble du sommeil. Alors, depuis combien de temps et comment les troubles se manifestent? Oui, très bien. Qu'est-ce que les gens appellent vraiment trouble du sommeil? Quand, nuit, jour, où il dort? Depuis quand? Très bien. Depuis combien de temps ça évolue? Quels sont les signes que vous voyez exactement? Combien de temps dort-il en journée, la nuit? Ok, super, très bien. Il faut commencer à explorer le motif de consultation. Et avec ça, avec ces questions-là, on est déjà pas mal. Alors, en gros, c'est des troubles du sommeil qui évoluent déjà depuis 1 an. Et la propriétaire a remarqué qu'il présentait principalement ces troubles lors de la période chaude. Que c'est systématique, ces troubles du sommeil, si les propriétaires changent d'environnement avec son chien. Les crises, elles se manifestent quand il est en crise, en fait, ça se manifeste, enfin, il va présenter des troubles du sommeil 2 à 6 fois par semaine, donc c'est quand même très fréquent. En crise, c'est quasiment quotidien. Ça peut aller jusqu'à quotidiennement. En général, ça débute soit directement au coucher et puis ça s'arrête vers 5h du matin, donc ça dure toute la nuit. Soit ça commence en plein milieu de la nuit à 2h du matin jusqu'au petit matin, jusqu'à ce que la propriétaire se lève. Donc en fait, comment ça se manifeste? Le chien se met à tourner autour du lit, il est en polypnée, donc il allaite. Et il cherche absolument le contact, il saute même sur le lit de la propriétaire, alors que normalement il n'a pas le droit d'y monter, enfin il y monte jamais, et il gémit énormément. Et par contre, en dehors des crises, la propriétaire le trouve tout à fait normal, pour elle il n'y a absolument aucun changement de comportement. Ce qu'on a d'autre comme information sur le motif de consultation, c'est que du coup, depuis qu'il fait ça, la propriétaire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de l'apaiser. Donc elle lui parle, elle le caresse, mais a priori c'est un échec, hein, ça change rien. Et en fait, elle trouve qu'il a l'air à moitié absent, quoi. Il allait, il tourne en rond et elle a l'impression que quoi qu'elle fasse, il n'est pas vraiment là. Donc ce qu'elle a essayé de faire, c'est de descendre de la chambre qui est à l'étage, dormir sur le canapé avec lui, et ça en général ça le calme. Et si elle met la climatisation aussi, elle trouve que c'est mieux, parce que je vous rappelle que ça se produit principalement en période chaude aussi. L'année dernière, donc, il a fait une crise qui a duré très très longtemps, donc plusieurs jours d'affilée, et du coup la propriétaire a acheté du Nervicanis en pharmacie. Donc il faut quand même savoir que c'est un médicament qu'elle a pris sans ordonnance. Il y a quand même dedans du phénobarbital, du méprobamat qui est un anxiolytique myorelaxant, enfin des choses qui sont absolument pas censées être prises sans ordonnance, mais ça a été donné quand même par le pharmacien. Il n'y a pas eu vraiment d'amélioration. Elle a essayé le Zilken, ça n'a pas donné grand chose, et elle a essayé aussi le Calmivette. Le problème c'est que ça l'a shooté complètement et que du coup c'est pas du tout ce qu'elle attendait, donc elle souhaite pas recommencer. Donc voilà sur les infos. Voilà pour les infos sur le motif de consultation. Maintenant, qu'est-ce que vous chercheriez à savoir une fois que vous avez ça? Je vais quand même vous donner les attentes tout de suite de la propriétaire, comme ça vous saurez. Et ensuite, vous allez commencer à explorer et commencer à mettre les questions que vous aimeriez poser à la propriétaire une fois que vous avez eu toutes ces informations-là. Réfléchissez un peu à ce qui vous intéresse maintenant par rapport à ce que vous avez eu comme information. Alors au niveau des attentes de la propriétaire, donc elle va s'absenter en fait pendant 3 semaines et donc Bulle va être laissée chez le père de la propriétaire et ce qu'elle souhaiterait c'est que son père n'ait pas à gérer ce genre de crise. Donc elle aimerait avoir une solution pour arrêter les crises, sachant que voilà, son papa va devoir s'en occuper à sa place. Je vous mets juste ce qu'on a en antécédents médicaux. Donc c'est un animal qui a été énucléé au niveau de l'œil gauche depuis 3 ans. Il a une masse syrienne au niveau de l'œil droit, mais la propriétaire ne l'embête pas avec ça, elle surveille. Et c'est un chien qui est bourré d'arthrose. Vraiment bourré d'arthrose. Donc
Donc voilà. Donc là déjà avec tout ça, ça a répondu à pas mal de vos questions. Maintenant, qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Quelles sont les questions que vous vous posez par rapport à ce chien? Donc là, j'ai répondu normalement à toutes vos questions. Ça évolue bien depuis 1 an. Trouble du sommeil, donc un chien qui déambule et qui a du mal à dormir. Et il appréhende d'aller se coucher. Hein. Parfois, quand ça commence vraiment au moment du coucher, il appréhende. Le jour, il n'y a pas de souci quand il dort. Depuis quand? Donc depuis 1 an. Et ok, le temps de sommeil, ça je te l'ai pas dit. Mais en dehors des crises, il dort tout à fait normalement. C'est un vieux chien, donc il dort facile entre 16 et 18 heures par jour sans problème. Ok, qu'est-ce que vous cherchez à savoir maintenant? Quelles sont les questions que vous allez poser? Alors, y a-t-il eu un élément marquant juste avant le début des crises? Voit-il bien de l'autre œil? A-t-il eu un contrôle de la vision en ophtalmo complet de l'autre œil? Ça, c'est très bien pour ce genre de questions-là. Non, il n'y a pas eu d'élément marquant, il n'y a pas eu de traumatisme, il n'y a rien eu de particulier. La vision est contrôlée par un ophtalmo. A priori, d'après la propriétaire, elle n'a pas l'impression qu'il voit moins bien. Et puis, ce qui doit te faire tilt aussi par rapport à la vision, c'est que c'est pas en permanence. Si tu avais vraiment des soucis de vision, tu aurais un chien qui fonctionnerait pas juste par crise. Hein, ce serait vraiment en permanence qui verrait moins bien. Et donc, logiquement, tous les jours, il devrait présenter des problèmes au moment du coucher, quoi. Mais oui, très bien d'avoir posé ces questions-là. C'est bien vu. Quelles sont les questions que vous allez poser? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une fois que vous avez exploré votre motif et votre demande, il faut explorer un petit peu les bases pour en savoir un petit peu plus sur votre chien. Donc, qu'est-ce que vous allez demander? Quelles sont les questions qui vous semblent importantes pour poser le décor, en fait? Avant de rentrer directement dans la sémio, qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Alors, est-ce que vous avez remarqué d'autres troubles, type neuro, ils tournent en rond la journée, ou digestif, ou urinaire? Non, pas d'autres troubles, à part l'arthrose. Et a-t-il un traitement pour limiter sa douleur liée à l'arthrose? Non, pas de traitement particulier pour la prise en charge de l'arthrose. Rien de particulier par rapport à ça. Ok, donc là on a déjà pas mal exploré tout ce qui est organique, les antécédents médicaux, etc. Qu'est-ce que vous allez chercher d'autre? Vous avez aucune info hein, sur ce chien, donc qu'est-ce qui va vous intéresser maintenant? Il faut aller explorer un peu plus, poser le décor un petit peu. Et pour poser le décor, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Il faut savoir d'où est-ce qu'il vient l'animal, où est-ce qu'il a été adopté, et où est-ce qu'il vit. Et ensuite, vous pouvez commencer votre sémiologie. Alors, au niveau de l'adoption, donc il a été adopté à l'âge de 6 ans, auprès d'une association où il est resté à peu près 1 mois au sein de l'association. Du coup, son passé est incertain, hein, on connaît pas trop son passé. A priori, il aurait été jeté d'une voiture et dès le départ, il était malade en voiture, il présentait des vomissements. Tac. Donc oui, c'est bien, c'est ce que vous me demandez. Le mode de vie. Et après, on va chercher les questions un peu plus précises. Ok. Au niveau du mode de vie, donc il vit en maison avec jardin. Il a un accès permanent à l'extérieur. Donc en fait, la propriétaire, elle a mis en place une chatière assez grande pour qu'il puisse y passer. Et du coup, il a accès en permanence lorsqu'il veut à l'extérieur. Il vit avec sa propriétaire et avec un chat avec lequel il essaye de jouer. Voilà, il joue de temps en temps. La cohabitation est très bonne. Au niveau de... Donc ça, vous ne pouvez pas l'avoir et je vais vous le donner. Au niveau de l'exploration de la salle et de l'examen clinique, donc c'est un chien qui a exploré de manière tout à fait normale la salle de consultation, de manière très organisée. Il s'est posé très rapidement au pied de sa propriétaire, sans souci. Il a cherché le contact avec moi et avec les personnes qui étaient présentes dans la pièce, les observateurs. Il était très calme. Franchement, rien à signaler. Et à l'examen clinique, c'est un chien qui est en bon état général, par contre qui a énormément d'arthrose, notamment au niveau du carpe, de manière bilatérale. Et la propriétaire rapporte qu'il y a énormément de léchage justement au niveau de ces carpes. Donc ça peut être en lien éventuellement avec la douleur.
Donc là, on a posé tout le décor. Alors, vous avez commencé à rentrer dans la sémio, donc je vois. Alors, a-t-il accès à l'extérieur? Ça, j'ai répondu. Est-ce qu'il y a des balades? Oui, il a le droit à des balades, mais il a surtout accès à l'extérieur dans le jardin. Où se situe le lieu de couchage? Où dort-il? Est-ce que le lieu de couchage est suffisamment confortable? Facile d'accès? Ok. Donc je vais répondre à ça. On va aller explorer le sommeil, effectivement, en premier lieu. Pourquoi pas? En gros, là, maintenant que vous avez posé tout votre décor, il faut aller explorer votre sémiologie et donc aller chercher un peu les informations au niveau des comportements centripètes, donc les comportements qui sont centrés autour de l'animal. Donc d'un point de vue du sommeil, il dispose d'une corbeille qui est située dans le salon contre la porte-fenêtre près de la propriétaire. C'est là où la propriétaire est le plus souvent. En journée, la propriétaire trouve qu'il a un sommeil plutôt léger. Il a tendance à la suivre pas mal. Mais il n'a pas du tout accès à la chambre la journée. Mais il semble être plutôt pot de colle avec la propriétaire. La nuit, il a un tapis qui est au pied du lit, qui est dans la chambre et qui est prêt. Enfin, il dort dans la chambre en fait depuis 3-4 ans, depuis qu'il a eu sa chirurgie oculaire, parce que la propriétaire souhaitait le surveiller. Donc elle l'a mis dans la chambre et depuis maintenant 1 an, il semble de plus en plus hésitant avant d'aller se coucher, comme s'il appréhendait. Par contre, a priori, la propriétaire rapporte qu'il rêve et la structure du sommeil est tout à fait conservée, donc il n'y a pas de réveil brutaux après le rêve. Il n'a pas l'air de rêver directement après s'être endormi ou quoi que ce soit. Donc là, c'est plutôt correct. Au niveau des autres comportements centripètes, au niveau éliminatoire, on a un chien qui est propre depuis son adoption, on n'a absolument pas de malpropreté. Et au niveau somesthésique, donc au niveau prise de contact avec son corps, elle rapporte qu'il y a énormément de léchage au niveau des carpes de manière bilatérale. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une activité somesthésique parce qu'il est anxieux ou est-ce que c'est lié simplement à la douleur des carpes ou un mélange des deux? Ça, c'est tout à fait possible. Donc ensuite, si on continue sur les activités centripètes, on regarde tout ce qui est alimentation et prise de boisson. Au niveau de l'alimentation, donc c'est un chien qui est sous croquette, il se JD Reduce Cal. Donc on a quand même ça pour la prise en charge de l'arthrose, effectivement. Des croquettes qui sont adaptées à son arthrose. Il a 2 repas par jour qui sont dissociés de ceux de la propriétaire. Il a très bon appétit et d'après la propriétaire, elle ne sait pas trop s'il a de la satiété. Pour elle, il mangerait plus que ce qu'il a dans sa gamelle. Mais ça, c'est depuis toujours. Il n'a rien de donné à table. Par contre, si elle garde des restes, elle lui donne après son repas. Et au niveau de la prise de boisson, a priori, il n'y a pas d'anomalie. Pas de PUPD rapporté. Donc maintenant qu'on a les infos sur les comportements centripètes, on va se concentrer sur les comportements centrifuges et notamment sur la sociabilisation avec les autres animaux, les autres personnes, etc. N'hésitez pas à mettre dans le chat quelles sont les questions que vous poseriez sur ce chien au fur et à mesure du fait que je vous donne les informations là au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre les questions que vous poseriez là, qu'est-ce qui vous intrigue sur ce chien. N'hésitez pas à mettre vos hypothèses aussi au fur et à mesure. À noter les symptômes qui vous gênent aussi, tout ce qui vous semble anormal. Donc ça, vous pouvez essayer de compléter avec toutes les questions. Marion qui me dit, si l'animal est hésitant à se coucher dans la chambre, est-ce qu'elle lui a proposé de rester dormir dans le salon? Oui, elle a essayé, quand vraiment ça va pas, elle le laisse dans le salon, mais en fait, il la suit. Il la suit partout, donc même si elle essaye de le laisser dans le salon, finalement le chien en fait il appréhende d'aller se coucher, peu importe que ce soit dans le salon ou dans la chambre, de toute façon il suit la propriétaire. Au niveau de la sociabilisation, avec les congénères a priori il y a une bonne communication, il n'y a pas de conflits qui sont à son initiative, par contre il ne se laissera pas faire s'il se fait agresser, mais rien de particulier. Avec les chats il n'y a pas de souci, il est sociable. Avec la propriétaire, elle le qualifie vraiment de pot de colle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a tendance à la suivre partout et elle trouve que ça s'accentue justement. Elle pourrait le relier avec l'apparition des crises. Elle trouve qu'il est de plus en plus collant depuis l'apparition des crises. Avec les inconnus, rien de particulier. Il est plutôt sociable. Au niveau des autres comportements centrifuges, donc on explore l'agressivité. Donc c'est un chien qui peut grogner lorsqu'il est sous la table et qu'on le pousse avec les pieds, notamment au niveau de l'arrière-train. Donc potentiellement parce qu'il y a de la douleur. La propriétaire ne fait pas exprès de le pousser, mais il est sous la table, donc quand elle déplace ses pieds, elle peut le pousser et parfois il peut grogner. Ça vous fait penser à quoi ça comme type d'agression
Quand on a un chien qui réagit euh, au fait qu'on peut le pousser sous la table. Là, il est sous la table. Il y a les pieds qui bougent et qui peuvent le pousser un peu. Pour vous, c'est quoi comme agression? C'est une agression par peur, par irritation, hiérarchique ou territoriale? Dites-moi un petit peu là dans le chat, pour vous, quel type d'agression c'est? Irritation, irritation. Ok, d'autres idées? Enfin, d'autres qui ont la même idée. D'autres qui ont d'autres idées. Par irritation. Ouais, c'est clairement une agression par irritation. Rien de choquant, hein, s'il est douloureux, ça me semble pas anormal. Ok, au niveau exploratoire et autocontrôle, donc c'est un chien qui est baladé principalement en laisse puisque le rappel est inconstant. Je répondrai à ta question juste après, Marie. Il est calme en journée, il n'y a pas de destruction en dehors de la télécommande qui s'est arrivé une fois où il a détruit la télécommande. Et ça s'est pas produit dans l'année qui s'est passée. Il déplace parfois, ça lui arrive en l'absence de déplacer le linge et les pantoufles dans le jardin, mais sans les détruire. Et la morsure inhibée est acquise. Dans le jeu, il est peu joueur, hein, sauf avec le chat où il essaie de jouer un petit peu, mais avec la propriétaire, il n'est pas spécialement en demande. Après, ça reste un chien de type berger de 14 ans, donc c'est un chien qui est plutôt calme, plutôt tranquille. Donc Marie disait peut-être un peu hiérarchique. Non, ça peut pas être une agression hiérarchique parce qu'une agression hiérarchique, c'est dans le contexte de protection de ressources. Et là, il n'a pas de ressources à défendre. Donc ça peut pas être une agression hiérarchique, c'est forcément une agression par irritation. Pas de phobie rapportée, très bien. Alors, je vais répondre tout de suite à ta question. Non, il n'y a pas de phobie, à part la voiture au départ qui posait problème, effectivement, où il présentait des vomissements à chaque fois qu'il montait en voiture, il était vraiment anxieux, mais il s'y est bien habitué, donc pas de phobie. On a un chien qui présente pas de chevauchement non plus, et au niveau des apprentissages, la propreté était acquise déjà dès l'adoption. Les ordres simples sont également acquis, et par contre, le seul problème que la propriétaire rapporte, c'est qu'on a un rappel qui est relativement inconstant lors des promenades. Donc là, avec tout ça, on a fait le tour de toutes les questions que vous pourriez poser à peu près à un propriétaire. Bon, on peut rentrer un peu plus dans le détail forcément. Hein. Quand vous êtes face au propriétaire, vous ne faites pas votre anamnèse et votre sémiologie en 20-25 minutes. En général, on prend bien 35 minutes, 40 minutes pour faire le tour. Et maintenant, je vais vous demander de faire le bilan des symptômes. Donc dites-moi quels sont les troubles, quels sont les comportements qui vous semblent anormaux, quels sont les signes cliniques, les symptômes que vous voyez qui vous semblent anormaux, pour qu'on puisse ensuite poser des neurotransmetteurs dessus et qu'on puisse déterminer et poser un diagnostic sur ce chien. Sachant que vous aurez peut-être des difficultés à poser le diagnostic parce qu'on n'en a pas trop parlé, on l'a évoqué un petit peu dans les conférences précédentes. C'est pas quelque chose qui est hyper connu, on n'en parle pas souvent des troubles du comportement du vieux chien, donc c'est pour ça que j'ai tenu à vous faire une conférence dessus, parce que je pense que c'est assez intéressant et surtout qu'il y a de plus en plus de demandes, puisque les gens gardent de plus en plus les animaux longtemps, et donc vous risquez d'être confronté à ce genre de troubles chez les animaux âgés. Donc dites-moi, là, faites-moi un bilan des symptômes. Qu'est-ce que vous avez noté comme anomalie chez ce chien? Dites-moi un peu tout, là. Quels sont les symptômes qui vous semblent anormaux? Qu'est-ce que vous avez pu relever chez ce chien? Tout ce qui est ressorti, hein. Alors, trouble du sommeil depuis 1 an, très bien. Douleur liée à l'arthrose, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme anomalie? Qu'est-ce qu'on a pu noter chez ce chien? Hyperattachement pour la propriétaire. Alors avant de parler d'hyperattachement qui est plus un diagnostic, en tout cas tu peux dire que tu as un chien qui est plus pot de colle, ouais tout à fait. Dort peu en journée, pot de colle, léchage des pattes, polypnée la nuit, très bien Marion, super. C'est nos secrétaires qui sont le plus au taquet quoi. Bravo. Léchage excessif, très bien, ouais. Un peu d'agressivité par irritation, super, ok.
Ouais, donc là je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc effectivement on a des troubles du sommeil qu'on peut qualifier d'insomnie, de la polypnée. Alors c'est important de noter, en fait quand vous mettez troubles du sommeil c'est bien parce que c'est un grand syndrome, c'est important de noter aussi les manifestations de l'animal, donc la polypnée, le ptyalisme ou les vomissements quand il était en voiture, etc. Ça c'est important parce que ça vous permet de mettre des neurotransmetteurs dessus. Donc polypnée, léchage des carpes, il y a du renforcement de la part de la propriétaire puisqu'elle a tendance à le caresser et à renforcer, à répondre à ce trouble. Il y a de l'agression par irritation, il y a des prérogatives des contacts avec un chien qui est très pot de colle, une augmentation des demandes d'attention envers sa propriétaire depuis 1 an et des douleurs chroniques de type arthrosique. Alors maintenant avec tout ça, moi je vais vous, pendant que vous allez me réfléchir sur le diagnostic, je vais vous donner un petit peu les neurotransmetteurs, qu'est-ce qu'on peut relier comme neurotransmetteurs aux symptômes. Mais vous, dans le chat, là, mettez-moi pendant ce temps-là à quoi vous pensez comme pathologie. Qu'est-ce que vous mettez quel est le diagnostic différentiel pour vous par rapport à ce chien? Et mettez-moi aussi ce que vous pensez comme diagnostic d'état, diagnostic nosographique, diagnostic de ressources. Donc n'oubliez pas, diagnostic d'état, c'est l'état dans lequel est l'animal. Est-ce qu'il est en état anxieux? Est-ce qu'il est en état... Est-ce qu'il est en état dépressif? Est-ce qu'il est en état déréalisé, en état instrumentalisé, en état de déficit des autocontrôles? Donc mettez-moi déjà dans quel état vous pensez qu'il est. Mettez-moi le diagnostic nosographique, donc la pathologie. Mettez-moi tous les diagnostics différents auxquels vous pensez, hein, le diagnostic différentiel. Et puis le diagnostic de ressources, donc dites-moi si vous pensez qu'il est plutôt bon, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que la propriétaire sera capable Enfin, comment sera la prise en charge? Est-ce que vous pensez qu'elle sera bonne? Est-ce que la propriétaire est impliquée? Est-ce que... Voilà. Donc dites-moi un petit peu tout ce que vous pensez là dans le chat, et du coup un plat de sushi c'est Méline, ok. Ça marche. Donc au niveau du bilan des symptômes, moi je vous mets les neurotransmetteurs pendant ce temps-là. Donc l'insomnie c'est plutôt noradrénergique. C'est la noradrénaline qui va réguler, le sommeil. Dans ce cadre-là, avec voilà, ce genre de choses. La polypnée, c'est pareil, c'est la noradrénaline qui est en jeu. Le léchage de carpe, alors, en fait, ce qu'il faudrait savoir, pour savoir si c'est plutôt dopaminergique ou plutôt sérotoninergique, c'est de savoir s'il y a un contrôle. C'est-à-dire, est-ce que l'animal arrive à s'arrêter de lui-même ou est-ce que il est plutôt, on a besoin de l'arrêter. Donc dans le cas là de l'animal, il parvient quand même à s'arrêter, donc on est plutôt dopaminergique. Et puis ça peut être aussi simplement lié à la douleur, hein, on sait pas exactement. Renforcement positif, on s'en fiche un petit peu, il n'y a pas de neurotransmetteur à mettre derrière, pareil que la prérogative des contacts. Agression par irritation, ce sont des agressions qui sont très bien contrôlées, donc c'est dopaminergique. Et après les douleurs chroniques, c'est pareil, je peux pas vous mettre de neurotransmetteurs dessus. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis? Donc, c'est pas un diagnostic, mais au vu de son âge, on peut penser qu'il y a un dérèglement du cycle du cortisol. Oui, pourquoi pas? De toute façon, aussi, c'est un diagnostic. Hein, tu sais, c'est pas parce que on fait du comportement qu'on exclut toute anomalie organique. Hein, pas du tout. Hein. Donc, son comportement peut tout à fait être lié à quelque chose d'organique. Après, dérèglement du cycle du cortisol, oui. Par contre, t'as pas de PUPD, t'as pas plus de. Enfin, le truc, c'est que c'est un animal qui a pas vraiment de satiété depuis le départ. Polyphagie. Voilà, et au niveau cutané, on n'a pas d'anomalie rapportée. Ça évolue quand même depuis 1 an, donc j'imagine que si tu avais une perturbation du cycle du cortisol, tu aurais quand même une PUPD. Après, c'est vrai que les gens n'arrivent pas toujours à les diagnostiquer, mais en effet, sur un vieux chien, tu as tout intérêt à vérifier que tu n'es pas un souci au niveau du cortisol, ou de la thyroïde aussi. Ok, état anxieux et douloureux, ouais, état d'anxiété, ok, douleur, diagnostic plutôt bon si on explique à la dame quoi faire, ok, propriétaire impliqué, je suis d'accord avec vous, faut quand même pas oublier qu'elle a mis en place une chatière pour son chien, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui fait très attention à son chien pour qu'il ait accès facilement à l'extérieur. État anxieux, diagnostic de ressources plutôt bon suivi de santé, bonne croquette, apprentissage correct. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je pense que pour le diagnostic nosographique, c'est compliqué pour vous. Donc on va le faire ensemble. Le diagnostic différentiel, voilà ce qu'il y a dedans. Et je vais vous expliquer. Il y a le syndrome confusionnel, la dépression d'involution. Ça, c'est vraiment les 2 principaux troubles du vieillissement. Ok ? Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se manifeste pour qu'on puisse déterminer ce qu'il en est derrière. Il y a la dysthymie du vieux chien aussi.
Les douleurs articulaires, qui pourraient expliquer aussi tout à fait ce comportement. Hein. Pourquoi pas? Parce que vous avez un chien qui a des douleurs articulaires qui sont quand même très importantes. Ça peut principalement se manifester la nuit, et en plus, on sait que ça se manifeste principalement pendant la période chaude. Et on sait que les articulations, elles souffrent plus des changements de température. Et on ne peut pas exclure une tumeur cérébrale aussi. Donc quelque chose d'organique, ça c'est tout à fait possible. Alors, Marie qui me dit hyperattachement secondaire avec l'âge. Je pense qu'on est en train de débuter sur un hyperattachement secondaire, ouais. Je pense qu'on est en train de le débuter, effectivement. Et ça, c'est assez classique. Hein. Quand vous avez un trouble du vieillissement comme ça, c'est assez classique que derrière, vous ayez un hyperattachement qui se mette en place, puisque l'animal perd un peu ses repères. Alors, je vous explique rapidement le syndrome confusionnel et la dépression d'involution. Alors, le syndrome confusionnel, c'est un trouble du vieillissement qui apparaît de manière progressive. Et en fait, ce qu'on note chez ces chiens, c'est qu'on va avoir une désorientation spatiale. Donc souvent, c'est des animaux qui vont fuguer, qui vont se perdre, qui ne sauront pas à quel endroit ils doivent revenir, qui peuvent dormir sous la pluie, qui ne retrouvent pas leurs gamelles. Ils vont avoir une perte aussi des repères temporels, donc ils vont confondre le jour et la nuit, mais la qualité du sommeil est tout à fait normale. Le sommeil est normal en fait, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de dormir la nuit comme il faut, ils vont dormir le jour. Ils vont inverser en fait le jour et la nuit. Donc ils peuvent réclamer aussi à sortir la nuit. On va avoir une perte des apprentissages de base. Donc par exemple des chiens qui vont se placer du mauvais côté de la porte. Donc au lieu de se placer du côté de l'ouverture, ils vont se placer du côté des gonds. Vous allez avoir une perte de la propreté. Vous allez avoir des animaux qui vont chercher à essayer de passer là où ils peuvent pas. Donc sous une chaise alors qu'il n'y a pas la place, ce genre de choses. Et des animaux qui répondent plus aux ordres. Et vous pouvez avoir une perte des apprentissages sociaux également, donc un animal qui respecte plus les règles, c'est-à-dire que jamais de sa vie il a eu le droit de monter sur le canapé, et là d'un coup il se met à monter tout seul sans respecter. Et pareil, il peut y avoir des conflits avec les congénères parce qu'ils ne respectent plus les codes sociaux. Donc ça c'est pour le syndrome confusionnel. Vous avez la dépression d'involution. Donc la dépression d'involution, c'est une dépression, en fait c'est une dépression chronique qui évolue en gros sur une dépression d'involution. Avec une involution du cerveau, vous avez une dépression chronique qui évolue en dépression d'involution, donc qui est caractérisée principalement par des troubles du sommeil. Donc vous allez avoir des gémissements, de l'anxiété hypnagogique. Donc l'anxiété hypnagogique, c'est le fait d'être anxieux avant d'aller se coucher. Vous allez avoir des déambulations, des réveils brutaux avec des hurlements possibles. Souvent, on a un appétit qui est capricieux. On a un individu qui est indifférent aux stimuli de l'environnement, des agressions par irritation et des agressions hiérarchiques, de la malpropreté et puis une involution au niveau cérébral. Souvent, c'est quelque chose qui évolue en autonomopathie, donc en hyperattachement secondaire, puisque l'animal se sent de plus en plus dépendant du propriétaire. Alors, d'où est-ce que ça vient vraiment cette dépression d'involution? On ne sait pas trop. Hein. On sait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être sous-jacents. Notamment, on sait qu'il y a une diminution des capacités sensorielles de l'animal et ou physiques qui peuvent engendrer cette dépression d'involution. On peut avoir des phénomènes algiques aussi, hein, donc notamment chez ce chien-là, de l'arthrose, qui sont chroniques. Et donc ça va augmenter l'irritabilité de l'animal et tout ça, ça peut amener effectivement le chien à s'isoler davantage et à rentrer dans cette espèce de dépression d'involution. Et on se dit aussi que c'est peut-être il y a peut-être des facteurs cognitifs en fait qui peuvent être à l'origine des premiers symptômes dépressifs qui vont être observés. Donc voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est de faire la différence entre dépression d'involution et syndrome confusionnel, surtout quand on est en début d'évolution. On ne sait pas trop faire la différence entre les deux, donc c'est un petit peu compliqué de poser un diagnostic facilement quand on est face à un chien qui présente des signes un peu de vieillissement, quoi. Au niveau de la dysthymie du vieux chien, ça je vous en ai pas parlé. Le syndrome dysthymique, en fait, c'est les bipolaires, c'est comme les bipolaires. En fait, vous allez avoir des chiens qui vont avoir des productions, enfin des phases avec des productions très importantes, avec de l'agressivité, etc. Et puis des phases en hypo, quoi. Des phases en hypo et des phases en hyper. Alors, Marion me demande si tous les symptômes doivent être présents ou juste quelques-uns. Pas forcément tous les symptômes, non. Non. C'est comme toute pathologie, hein. Tu n'es pas obligé de tout retrouver, quoi. Alors maintenant, si on pose notre diagnostic, donc au niveau du diagnostic d'état, effectivement pour moi c'est un chien qui est en état d'anxiété intermittente,
Alors pourquoi? Donc effectivement, vous me l'avez quasiment tous dit, hein, c'est un état anxieux. Pour faire la différence dans les états anxieux, donc on sait qu'il y a l'anxiété paroxystique, intermittente et permanente. Je répète un peu par rapport aux anciennes confs, au cas où il y en a qui n'étaient pas là aux précédentes. Anxiété paroxystique, ça se manifeste vraiment sous forme de crise. Le chien a peur de quelque chose, il fait une espèce de crise qui ressemble à une crise d'épilepsie un petit peu. Il peut suriner dessus, vraiment être en polypnée, etc. Et en dehors de la crise, il est tout à fait normal. L'anxiété intermittente, c'est plutôt par phase. Vous avez un chien qui va plutôt présenter des signes tels que de l'hypervigilance, de l'agitation, de l'agressivité, ce genre de choses, et des manifestations organo-végétatives, donc polypnée, ptyalisme, miction émotionnelle, etc. Et quand on est en anxiété permanente, on a un individu qui est anxieux en permanence et qui va plutôt être en hypo, donc c'est-à-dire vous n'aurez pas du tout d'agressivité chez ces chiens-là, et vous allez avoir souvent des activités substitutives. Donc léchage, boulimie, potomanie, ce genre de choses. Pour moi, on est plutôt en anxiété intermittente parce qu'on est quand même assez productif. Même si je suis d'accord qu'il y a des activités substitutives, potentiellement, le léchage des carpes, après ça peut être tout aussi bien simplement lié à la douleur, mais on est quand même assez productif encore, donc pour moi c'est un état d'anxiété intermittente. Au niveau du diagnostic nosographique, est-ce qu'on est plutôt en début de syndrome confusionnel ou plutôt en début de dépression d'involution? C'est un peu compliqué à dire. Moi, je dirais plutôt que c'est une dépression d'involution. Parce qu'on a quand même énormément de troubles cognitifs et de troubles algiques, hein, et de perte au niveau sensoriel, puisqu'il a une vision qui est de plus en plus altérée. On a quand même des troubles algiques au niveau articulaire, etc. Donc je pense qu'on est plutôt en début de dépression d'involution qui est liée à ce déficit sensoriel qui apparaît et à cette irritabilité liée à la douleur, plutôt qu'en syndrome confusionnel. Vraiment, on a ce léchage et on a surtout des troubles du sommeil qui sont très marqués et qui sont très présents dans la dépression d'involution. Et effectivement, quand on reprend le diagnostic de ressources, il est très bon, ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de la prise en charge sur cet animal, qu'est-ce que vous pensez qui serait bien de faire? Est-ce que vous voulez le médicaliser déjà, ce chien? Est-ce que pour vous, il y a besoin de le médicaliser ou pas? Et si oui, avec quelle molécule? Et qu'est-ce que vous proposeriez du coup à la propriétaire, sachant que sa demande quand même c'est d'essayer de calmer le trouble en vue de le faire garder par le père de la propriétaire. Alors au niveau de la thérapie comportementale, c'est pas évident, hein, on est face à quelque chose de pas forcément très, très classique. Quand on fait pas beaucoup de comportements, hein, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent, mais c'est ce qu'on va voir de plus en plus, puisque encore une fois, hein, les gens font de plus en plus attention à leurs animaux et ils commencent à les amener pour des troubles du vieillissement. Traiter l'arthrose, oui. Gestion de la douleur, ouais, tout à fait. Traitement de la douleur arthrosique dans un premier temps, ok. Pas de prise en charge, plus de quoi calmer l'anxiété pour aider, ok. Est-ce que vous voulez mettre en place un traitement pour son anxiété ou est-ce que vous voulez juste prendre en charge la douleur? Là, j'ai un peu des deux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui médicaliseraient ou pour vous, il n'y a pas besoin de médicaliser l'anxiété? Ok, oui, mais je ne sais plus quelle est la bonne molécule. Ok, est-ce qu'il y en a qui savent là avec quoi on médicaliserait? Donc oui, pour moi, il faut et gérer la douleur et gérer l'anxiété, hein. Obligatoirement, là, vous avez quand même un chien qui a de l'anxiété et qui présente des troubles du sommeil, donc oui. Elle veut une bonne réponse à court terme, et puis même si elle voulait pas une bonne réponse à court terme, hein, c'est un chien qui est anxieux de dormir, quoi, hein. Donc t'as quand même des troubles du sommeil qui sont assez importants, il faut prendre en charge d'un point de vue médicamenteux, ouais, il faut l'aider. Zilken pourrait suffire. Alors pourquoi pas, ça pourrait se tenter. Après, moi il y a une molécule que j'aime beaucoup sur le vieux chien, parce que ça fait plein de choses. Et alors par rapport aux neurotransmetteurs noradrénergiques, ouais, il y en a de noradrénaline, tout à fait. Après, il faut pas oublier que tous les traitements, t'as à peu près, tous les traitements vont agir un peu sur tous les neurotransmetteurs, mais il y en a qui ciblent plus certains que d'autres. C'est le géant. Ouais, c'est bien. C'est le géant. Marion mettait au taquet, c'est super.
Oui, Marie, ouais, je suis d'accord. C'est le géant. La sélégiline, c'est hyper safe d'emploi. Et sur les vieux chiens, en fait, ça a un atout qui est hyper important, c'est que ça permet de détoxifier énormément. En fait, ça élimine tout ce qui est radicaux libres, ça oxygène le cerveau, etc. Donc, sur les troubles du vieillissement, où on peut avoir potentiellement vraiment une atteinte cérébrale avec une involution, c'est vraiment top le sel géant. Donc oui, complètement, sel géant. Parfait. Donc, on met en place du sel géant. Le sel géant, pour les vieux chiens, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas 0,5 mg kilo jour, c'est 1 mg kilo jour. Donc, c'est la dose qui est doublée. On prend en charge la douleur aussi. Donc, nous, on avait préconisé de mettre en place d'aller voir un ostéopathe. Et de mettre en place de la phyto. Je pense que sur un vieux chien comme ça, moi je suis pas forcément pour mettre des anti-inflammatoires, à part qu'il soit vraiment en crise, c'est-à-dire qu'il puisse pas se lever ou que ce soit vraiment très compliqué, qu'il soit vraiment en crise arthrosique très compliquée. Moi je prône plutôt ostéo et au niveau de la phyto, moi j'aime beaucoup 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 l'arpagophytum. Alors on croit à la phyto ou pas, je l'utilise pas mal enfin pas mal. Je m'en sers de temps en temps quand même en comportement et sur tout ce qui est organique, je me sers énormément de l'arpagophytum. J'ai de très bons résultats sur les animaux. C'est un anti-inflammatoire naturel. Ça coûte moins cher et ça évite de mettre en permanence des anti-inflammatoires sur un chien qui est pas tout jeune, qui potentiellement a les reins qui sont pas forcément en forme. Je dis pas qu'il faut pas le faire quand ils sont en crise, ça c'est clair, mais arpagophytum, franchement, c'est vraiment bien, ça marche du tonnerre. Ouais, franchement, je suis pour à fond. Alors, tramadol, sinon, plus ou moins gabapentine en crise. Oui, pourquoi pas. Après, tu risques d'avoir de la sédation sur ton animal. Donc, mais oui, pourquoi pas. En crise, pourquoi pas faire tramadol plus gabapentine absolument. Absolument. Après, sur le fond, moi, je serais plutôt arpagophytum et ostéo. Mais clairement, en crise, pourquoi pas faire tramadol, gabapentine ou simplement un coup de métacam aussi. Enfin, voilà, un coup d'anti-inflammatoire aussi. En crise, tout à fait, je suis d'accord. Au niveau de la thérapie comportementale, on n'a pas imposé énormément de choses à la propriétaire. On a proposé de débourrer au moins le chien, si ce n'est de le tondre, mais de le débourrer un maximum, parce que ça reste du chien de berger, donc il y a du sous-poil, etc. en période chaude, pour essayer de limiter, parce qu'on avait vu que la climatisation, ça le soulageait un petit peu aussi. On a proposé à la propriétaire aussi, si c'était possible, parce que ça la dérange pas que son chien monte sur le lit finalement, de lui proposer dès le début de monter sur le lit ou de définir directement dès maintenant une place en fait sur le lit. Lors des congés, on a proposé à la propriétaire qu'elle laisse à son papa un vêtement qui a son odeur, puisqu'on s'aperçoit que le chien quand même il est de plus en plus attaché à la propriétaire et que ça peut être quelque chose qui peut être rassurant pour le chien. On a eu du suivi à peu près après qu'elle l'ait laissé chez son papa, la propriétaire. Donc elle trouvait qu'il était beaucoup mieux, hein. Elle a fait la séance d'ostéo avec la mise en place du traitement. Il n'a pas refait de crise pendant un moment, puis ça a recommencé un petit peu avec la chaleur qui est revenue. Mais elle rapporte qu'il se rendort beaucoup plus vite en fait. Même si la crise débute, il arrive facilement à se rendormir. Et en fait, ou alors elle le fait très vite monter sur le lit et il se calme assez rapidement. Et a priori, chez le papa, ça s'est bien passé, mais en fait, la propriétaire suspecte que le papa, il n'est pas forcément entendu que le chien était vraiment réveillé, quoi. Elle suspecte qu'il n'est pas forcément entendu. Voilà, donc on a fini. Dites-moi si vous avez des questions sur le cas, s'il y a des choses qui vous intriguent. Franchement, c'est des cas qui sont vraiment de plus en plus fréquents, hein, les troubles du vieillissement. Donc il faut y penser. Il faut surtout pas se dire, et justement c'est hyper important quand vous faites vos consultations de médecine préventive, que vous faites vos suivis ou de médecine générale, hein. Pour un chien justement, vous allez avoir des gens qui vont venir parce que le chien il a des troubles du sommeil, ils pensent qu'il y a une maladie organique derrière, ou ils viennent juste pour des vaccinations, etc. Il faut surtout explorer ce genre de choses.
Vérifiez que vous n'ayez pas de perturbation, pas de modification, de perte de repères temporaux spatiaux, que vous ayez un animal donc, qui dorme toujours bien, que vous n'ayez pas de malpropreté. Parce que souvent, vous en avez plein qui vont vous dire, qui vont pas forcément vous le dire parce que pour eux, le chien vieillit et donc c'est une fatalité et donc on peut rien faire. Et c'est pour ça que c'est à vous d'aller questionner le propriétaire et d'aller chercher à savoir si justement il n'y a pas des troubles et parce que vous pouvez faire quelque chose. Il ne faut pas laisser le chien dépérir tout seul dans son coin, rentrer dans une dépression alors qu'on peut les aider sur plein de choses. Donc il y en a plein qui vont vous dire bah oui il est incontinent maintenant alors qu'en fait il est juste pas incontinent, il a juste perdu ses repères, il sait plus demander. Pour eux il est de plus en plus agressif aussi, donc il faut aller chercher les agressions par irritation, aller vérifier qu'il n'y ait pas trop de douleur. Il faut surtout prendre en charge aussi tout ce qui est maladie organique sur les vieux chiens, tout ce qui peut être les maladies endocriniennes et puis tout ce qui peut être arthrosique aussi, c'est hyper important. Donc il faut vraiment y penser. Donc n'hésitez pas quand vous êtes face à des chiens ou des chats qui prennent de l'âge. Vraiment, c'est hyper important. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat si vous en avez. Tu me dis, il y a le pernacox ou le chondrobé aussi en phyto pour l'arthrose. Alors oui, après quand tu regardes dans le pernacox et dans le chondrobé, je trouve que les taux d'arpagophytum sont très légers. Et moi, je préfère très sincèrement, surtout quand c'est sur du long terme, tu vois, moi, le pernacox ou ce genre de choses, je vais m'en servir plutôt en post-op ou quand il y a une boiterie ponctuelle ou ce genre de choses pour soulager. Sur du long terme, déjà, ça coûte cher. Et je trouve que l'arpagophytum, c'est vraiment, vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi. Pour avoir essayé beaucoup le séraquin, le pernacox, etc., je trouve qu'au niveau efficacité, on est un peu moins bon. Mais après, c'est un choix. Enfin, moi, je suis absolument pas contre. Au contraire, c'est des bons trucs, donc ça me pose pas de soucis, mais je trouve que c'est un peu moins efficace que ça. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le cas? Est-ce que c'était clair pour vous? C'est pas facile, ces troubles du vieillissement. Et en soi, vous n'êtes pas obligé de poser un diagnostic à chaque fois que vous avez des troubles du comportement. Ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de savoir si c'est comportemental ou pas, exclure tout le reste, et savoir quoi prescrire quand vous êtes face à ça. Souvent, quand vous avez des troubles du vieillissement, c'est clairement le Celgien qu'il faut mettre en place parce que vous avez vraiment, vraiment un impact au niveau du cerveau avec une oxygénation qui est top, quoi. Donc ça aide vraiment l'animal. Et du coup, pour la dysthymie, tu mettrais quoi comme traitement médical? Alors, si tu as vraiment de la dysthymie, comme c'est des chiens qui sont bipolaires avec beaucoup d'agressivité, souvent, en général, tu pars sur du Prozac, de la fluoxétine, vraiment pour limiter la productivité. Ça, c'est vraiment important parce que souvent, quand tu as un chien qui est dysthymique, il pète un câble pour rien. Des fois, ils se mettent à défendre un sac et si tu mets la main, ils te bouffent la main, quoi. Vraiment, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien. Vraiment, ils sont dans un autre monde, quoi. Donc là, en général, on met plutôt de la fluoxétine. Après, encore une fois, ça dépend de tes signes cliniques prédominants. Si tu as surtout des phases en hypo, tu vas peut-être mettre autre chose, tu vois. Mais si c'est surtout des phases en hyper, ça va être plutôt quelque chose pour inhiber ces phases en hyper, quoi. Ça dépendra un peu de la dangerosité, de ce que manifeste l'animal. Ok, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée. Pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir participé et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine conférence.